Narcisse Bonnet, bonjour. Vous êtes compositeur catalan, patriote proposé à la prod de Saint-Georges et directeur adjoint de l'École normale de musique de Paris. Par la qualité surprenante de votre musique, on s'étonne que vous ne soyez plus connu en France. Vous avez consacré une de vos œuvres à notre instrument, le violoncelle. Pouvez-vous, avant de nous parler de ce concerto, dire quelques mots de votre démarche artistique qui, semble-t-il, en cherchant de nouvelles formes expressives, s'est relativement tenue à distance des expériences de la modernité? Au niveau, disons, des recherches, je pourrais dire que toute la musique à laquelle on est arrivé au XXe siècle, ce qu'on appelle la musique tonale, est basée sur une démarche qui est ce qu'on appelle le cycle des quintes. Le cycle des quintes sur lequel est d'ailleurs accordé le violoncelle dans son relais, etc. Donc, toute la musique tonale est basée sur ce cycle. Je pense que, et ce qui est en fait le spectre même de l'évolution de la musique depuis l'âge de pierre, en passant par la Renaissance, l'époque classique, Debussy, et puis on arrive à la fin de ce spectre des harmoniques, et puis on se demande quelle est la voie à suivre, et on comprend que Schoenberg ait pu faire une recherche pour trouver d'autres moyens. Et je pense qu'il y a une autre démarche, qui est celle qui m'intéresse le plus, et qui est le rapport qu'il y a dans la spirale de ce cercle des quintes, qui est le rapport énarmonique, qui était toujours employé plus ou moins dans la musique. Un la dièse n'est pas un si bémol. Et dans ma recherche, très souvent, j'essaye de faire comprendre qu'un la dièse, à la fois, peut être, disons, peut avoir l'ambiguïté d'un si bémol. Et ça dépend évidemment de l'harmonie avec laquelle on le met. Et il y a dans ce concerto, justement, l'emploi de ces harmonies, dont on en trouve des exemples déjà chez Haydn, mais qui n'ont pas été tellement exploités. Plus tard, Bartók l'a fait. Mais c'est un chemin que la musique contemporaine n'a pas tellement suivi. Elle a cherché d'autres ressources plutôt que celle-là. Vous pensez que de rester proche des quintes qui sont au fond la physique du son, puisque dans les premières harmoniques d'une note, on a naturellement la quinte, ce qui a amené aussi la logique des accords. Est-ce que c'est aussi le fait d'être proche de la physique du son, c'est-à-dire des conditions naturelles d'où vient la tonalité, que vous êtes resté fidèle à ce système? Et c'est-à-dire que la quinte est une chose qui est inéluctable. On ne peut pas éviter la quinte. On peut, disons, la faire désirer. On ne peut pas la nier. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut les faire désirer, mais on ne peut pas dire qu'elles n'existent pas. Le jour où un son ne va plus produire sa quinte en harmonique, alors je suis prêt à gober beaucoup de choses. Donc vous pensez que dans cette physique naturelle, on peut voir une sorte de pilier un peu universel et intemporel de la musique, et vous pensez que s'en éloigner est une chose pas très naturelle ou souhaitable, c'est-à-dire ça peut s'en éloigner parce qu'on cherche. Et je pense que c'est Pascal qui avait dit tu ne chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Et Picasso qui dirait je ne cherche pas, je trouve. Moi je cherche, mais je cherche dans ce qui me semble la chose la plus profonde, aussi bien dans ce que nous percevons humainement, dans notre sensibilité, et en accord avec les sens physiques que nous avons. Alors la deuxième question, c'est quelles sont vos références principales, les compositeurs qui ont le plus marqué votre cheminement créatif, et votre œuvre est-elle en un sens spécifiquement catalane? Je pense qu'elle est catalane, dans la ligne d'un compositeur que j'ai très bien connu et que je considère un peu comme
prédécesseur qui est Frédéric Montpau ou Montpou à la française, et qu'on commence aujourd'hui à véritablement à mettre à sa juste valeur, et, euh, et donc c'est dans cette ligne-là. À part cela, les grands compositeurs, comme tous, sont mes préférés. De quel compositeur du XXe siècle vous sentez-vous le plus proche? Dans le XXe siècle, évidemment, il y a dans les débuts du XXe siècle, il y a Ravel, Debussy, encore il y a Fauré, il y a Stravinsky, il y a Bartók, il y a Falla, sont peut-être, je me sens très proche, et déjà plus près de nous, je me sens aussi très proche avec une grande admiration pour Henri Dutilleux. Comment comprenez-vous la rupture qui s'est produite en art et notamment en musique au tournant du XXe siècle, et que pensez-vous de ces tendances issues de la Trinité, entre guillemets, Ravel, Debussy, Messiaen, puis de l'école de Vienne qui ont entraîné au XXe siècle la prépondérance d'un certain caractère haché dans la recherche rythmique et un désintérêt pour la mélodie? Pensez-vous que celle-ci soit une composante nécessaire de la musique? C'est difficile à répondre à tout cela parce qu'on ne sait pas très bien, on voit, c'est ce que je disais au début, les formes de l'art, pour moi, la chose importante, c'est que dans l'art, il puisse y avoir ce que j'appelle la transposition de la vie. Pour moi, l'art est une transposition de la vie. Alors, naturellement, ce n'est pas la vie elle-même, mais c'est une transposition. Alors, tout ce qui est dans la vie, il y a la beauté, mais il y a aussi la laideur, qui fait partie de cette transposition. Donc l'art peut exprimer la laideur, peut exprimer la beauté, peut exprimer la cruauté, peut exprimer la bonté, la tendresse. Et naturellement, c'est toujours plus agréable d'exprimer la tendresse que d'exprimer la cruauté. Ce sont des choses qui sont humaines et qui passent aussi dans l'art. Mais est-ce que vous pensez pas que on a l'impression que ce caractère haché, que cet abandon de la mélodie, ça s'assimilerait plus à une idée de laideur chez vous? Est-ce que vous pensez que ces formes artistiques dans certains rapports négatifs se justifient dans une dimension prédominante? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on écoute la musique de ces décennies, on est dans une continuité, il y a un peu que ça. En tout cas, moi je vous pose cette question-là parce que je pense que ça se prête à des interrogations assez sérieuses. Il y a une partie, disons, d'agressivité, mais je pense que l'agressivité fait partie de notre monde actuel, mais dans toutes les époques, il y a eu aussi l'agressivité. Et quelque chose qui apparaît davantage dans notre époque, peut-être, c'est la schizophrénie. Ce que je trouve souvent dans des formes de l'art actuel, c'est une certaine forme de schizophrénie. Et il y a quelque chose qui ne peut pas, n'établit pas les bons rapports des choses. Je pense que l'intelligence, qui est pour moi la faculté de mettre des choses en rapport les unes avec les autres, souvent, ces rapports que peut chercher un compositeur ou un peintre sont souvent des idées un peu intellectuelles et qui ne sont pas perceptibles sensiblement. Et donc, quelquefois, donc, on cherche les rapports, soit par exemple dans les chiffres. On peut, d'ailleurs, finalement, le dodécaphonisme est une sorte de système chiffré avec 12 sons. Et la première chose à laquelle je réponds, 12 sons, oui, oui et non, parce que combien de sons y a-t-il? Le nombre de sons est infini. Donc, ramener ça à 12, c'est une chose absurde. Mais en même temps, c'est la même façon qu'une ligne droite n'est que le segment d'une ligne courbe. Donc le saut, c'est un peu la même chose. Il faut comprendre qu'il y a cette ambivalence et la chose importante, c'est d'arriver à communiquer quelque chose. Alors, il y a un DVD où on peut entendre parler Nadia Boulanger.
diverses interviews, et on lui pose à un moment donné la question de savoir si elle croit en la beauté. Alors j'avais envie de vous poser la même question. Est-ce que vous reconnaissez, on est à une époque où ce mot est quasiment tabou. C'est très difficile à prononcer, même dans les écoles d'art, dans les écoles d'architecture, c'est un mot qui pose problème. Est-ce que vous reconnaissez cette notion? Est-ce que vous croyez dans cette notion, même si... Ben, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on croit à la bonté, ou est-ce qu'on croit à la cruauté? Est-ce qu'on croit au bien? Est-ce qu'on croit au mal? Les deux existent, et les deux cohabitent, et il n'y a pas de bien sans le mal, il n'y a pas de mal sans le bien. C'est la nature de l'homme. Seulement, il faut malgré tout, je pense, que l'homme essaye de devenir bon, et qu'il cesse d'agresser. Et qui respectent les uns les autres. Quel est votre regard sur le violoncelle et pourquoi avoir eu l'envie d'écrire un concerto pour cet instrument? En fait, j'écris un concerto pour violoncelle un peu à la demande de Gaspar Casado. Casado était un ami de mon père. Il lui avait donné quelques leçons de violoncelle avec lesquelles il s'était lancé à jouer comme il pouvait. Et mon père étant architecte et amateur de musique, un grand amateur. Et donc, on a eu des amis musiciens, comme dans tous les autres domaines artistiques. Et Casado, étant ami donc de la maison, et me connaissant, donc m'a encouragé à écrire ce concerto que j'ai pu, disons, mener à bien, parce qu'à cette époque-là, c'était dans les années 1960, j'ai écrit ça sous la commande d'une fondation américaine, la fondation Copley, pour laquelle Darius Milhaud, qui avait eu connaissance de ma musique, que je lui avais fait écouter une de mes œuvres, il avait demandé à cette fondation le prix de la fondation. Et à l'époque, j'ai eu la surprise, grâce à ce geste de Darius Milhaud, de me voir accorder $1000, qui était la commande d'une œuvre. Et donc, j'ai présenté ce concerto que j'écris avec des conseils de Gaspar Casado, et je l'ai présenté au concours de composition du prince Régnier de Monaco. Et c'est une œuvre qui a été retenue, elle a eu une mention, ce qui a fait que Gaspar Casado devait la jouer à Monaco. Et c'était programmé, et malheureusement, quelques jours avant les répétitions, il a eu une crise cardiaque, et dans laquelle finalement il ne s'est pas relevé, il est mort un an après. Donc, mais le concert était annoncé et n'a pas été donc joué à l'époque. Plus tard, avec cette mauvaise chance, d'ailleurs, il y a eu Maurice Gendron qui s'est intéressé aussi, et lui, il m'a convaincu de faire une orchestration relativement simple pour que ça puisse être accepté par les orchestres. Donc, j'essaye de faire une orchestration très classique, mais dans laquelle, en fait, j'ai renoncé à avoir un instrument qui m'était indispensable, qui était la harpe. Et donc, finalement, dans une dernière version, j'ai ajouté la harpe à l'orchestration parce qu'elle est très importante, surtout dans le deuxième mouvement. Et voilà donc un peu l'histoire de la gestation de ce concerto, pour lequel j'ai choisi des thèmes qui sont des thèmes catalans, des thèmes populaires, et mélangés. Le premier mouvement est une introduction qui provient d'une mélodie anonyme de Majorque, très très belle, dont le texte est extraordinaire. La traduction mal traduite littéralement serait personne n'est sûr de sa vie, ni sait quand il mourra, car celui qui nous a créés nous a signalé le départ, mais il s'est caché la mesure. Et la terre bénie, jour et nuit crie, car elle veut
manger à nouveau la chair qu'elle a nourrie. Donc c'est un texte extraordinaire et la mélodie est très belle et je me suis servi de cette mélodie comme introduction pour le premier mouvement qui alterne ensuite avec un thème qui lui est de 12 sons. C'est une série, disons, de 12 sons, mais que je n'ai pas traité selon les rigueurs dodécaphoniques, mais avec la liberté qu'il me fallait pour associer aussi avec mes propres convictions et la mélodie populaire. Alors vous avez un petit peu anticipé ma question suivante, puisque je vous demandais, en tant que grand amateur de poésie, je crois, je vous demandais si celle-ci a inspiré beaucoup de vos œuvres, et en particulier le concerto pour violoncelle. Donc il s'agit d'un texte d'origine populaire, Oui. qui n'avait pas été retranscrit par un poète catalan. C'était, il me semblait que vous m'aviez... Il y a plusieurs allusions. Dans le premier mouvement, il y a cette mélodie populaire de Majorque. Le deuxième mouvement est une mélodie populaire, une berceuse que j'ai écrite bien avant pour soprano, quatuor à cordes et harpe. Et c'est une berceuse et ensuite j'ai développé à partir de cette mélodie le deuxième mouvement. Donc il y a un texte qui est le texte de cette mélodie. Et puis le troisième mouvement, j'ai pris encore une autre mélodie populaire qui fait référence à un célibataire endurci qui ne veut pas se marier et qui donne un caractère avec un rythme très irrégulier qui a beaucoup de caractère. Et alors, au milieu duquel j'ai introduit une sorte de chant qui provient aussi de l'idée, et ça c'est d'un poète catalan que j'admire beaucoup et qui s'appelait Riba, Carlos Riba, un des plus grands poètes de la langue catalane, et que dans un de ses poèmes, il fait allusion à quelqu'un qui, au milieu de la nuit, lance un chant. Il dit, et peut-être quelqu'un va lancer un chant sans mesure, noir dans la nuit pure, comme un jet de la grande plainte humaine. C'est un texte qui est très beau. Et j'introduis, en fait, j'ai créé une mélodie qui transcrit un peu cette plainte lancée par le violoncelle au milieu de ce mouvement qui est, lui, très irrégulier au point de vue du rythme. Oui, alors je voulais qu'on détaille un peu tout ça. Vous avez anticipé un peu toutes les questions d'avant, mais c'est très bien. Le premier mouvement, on a l'impression à l'écoute que les trois mouvements ont un peu chacun leur caractère. Alors c'est amusant parce que vous avez des textes différents, et il y a d'autres textes qui viennent s'interposer. On a l'impression d'une espèce de collage un petit peu. J'espère que le mot ne dérange pas trop. Il y a un esprit de collage, donc l'inspiration vient de morceaux de poèmes qui proviennent de textes différents. Oui. Seulement, disons, il n'y a pas de voix. Moi, j'aime beaucoup de mes œuvres sont avec des textes, soit chantés avec chœur ou avec des solistes. Alors ici, il n'y a pas de mots. Mais il y a une idée, disons, poétique qui est derrière, ou une mélodie populaire qui cache aussi les mots de la mélodie. Oui. Le premier mouvement comment dire, tout comme d'ailleurs le caractère de votre cantate, la cantate, je me souviens plus. La cantate de Noël. La cantate de Noël que j'avais écoutée dernièrement. Oui. C'est un esprit lyrique et monumental, noble, tragique, beaucoup un caractère musical et artistique en général qui se détache un peu sur le paysage artistique habituel du XXe siècle. On n'a pas tellement l'habitude de ce genre d'œuvre. Est-ce qu'il y a une sorte de volonté monumentale assumée, monumentale ou tragique
Monumental, je ne sais pas. Tragique dans certains cas. En tout cas, il y a très, très souvent, je fais appel vraiment au texte. Car finalement, il ne faut pas oublier que la musique est née du théâtre ou du rite. Donc, elle a toujours exprimé quelque chose qui va plus loin avec les sons de ce que peuvent aller les mots, mais c'est suscité par un mouvement interne qui va se transformer soit en mots, soit en sons ou en combinaison de sons. Et moi, je fais souvent, très souvent, appel au texte pour servir une idée. Alors on comprend bien. J'avais une autre question sur votre deuxième mouvement. Je vous disais par contraste, le deuxième mouvement plus lent semble une sorte d'apesanteur douce, chaleureuse et multicolore. Et là on a la réponse, on a la réponse avec le texte qui vient d'une berceuse. C'est une berceuse, oui. Et c'est là, dans cette berceuse, la première fois que j'ai harmonisé cette mélodie populaire, que j'ai eu conscience de cette question, pour moi très importante, de l'énharmonie. Car la fin de la mélodie, je l'ai harmonisée d'une façon, je pense qu'on n'avait jamais avant fait, pour ce qu'on appelle la cadence espagnole, c'est-à-dire que la cadence qui se fait sur le mode de mi. Et on a toujours harmonisé d'une certaine façon, alors que là, je l'ai harmonisé d'une façon tout à fait différente, qui joue avec l'énharmonie. C'est-à-dire qu'il y a la note qui est la fin, qui est prise comme la tierce d'un accord mineur, mais qui en réalité ne l'est pas exactement. Il y a une ambivalence grâce à l'énharmonie. Ah oui, la cadence est en mi mineur. Habituellement, on aurait fini en mi majeur. On aurait fini sur un accord de mi majeur. Et alors, on termine comment sur donc, il y a c'est peut-être pas une très bonne question. Non, c'est difficile. Il faudrait l'entendre pour le voir écrit. En réalité, on peut dire qu'on arrive, par exemple, sur le fa qui précède la note de la fin qui est un mi, et sur l'appui du fa, il y a l'accord de ré bémol majeur. Donc on entend un ré bémol majeur. Et puis, en fait, ce n'est pas la tierce majeure, le fa va à mi. Alors du coup, on entend un mi avec un accord de ré bémol et qui devient en fait un do dièse et le la bémol est devenu un sol dièse. Et donc, on ne sait pas si on a passé d'un accord majeur à un mineur ou il y a une ambivalence, une harmonique. Alors le troisième mouvement, quant à lui, s'éloigne du caractère monumental du premier et dégage l'impression d'une sorte de beauté délicate. Enfin, moi, c'est mon impression à moi en tout cas. C'est quelque chose de beaucoup plus délicat. On a l'impression cette fois-ci d'une douceur un peu résignée. Et la question que je me posais, c'était s'il y avait chez vous quelque chose d'un peu désespéré ou d'un peu résigné d'une certaine façon. Face au tragique ou au tragique ou au monumental tragique du premier mouvement. Peut-être une interprétation très subjective, mais je ne sais pas, c'est-à-dire, vous parlez du deuxième ou du troisième? Du troisième mouvement. Du troisième mouvement. Oui. Parce que le troisième mouvement est en rondo, avec ce thème de rythme irrégulier qui est dû au texte, parce que le texte, en fait, est irrégulier à cause des accents. Le latin est irrégulier et c'est pourquoi, quand on traite le latin aussi, je l'ai traité à plusieurs reprises, notamment dans Gymnès, et je n'ai fait que suivre les accentuations du texte. Alors naturellement, ça donne lieu à des rythmes irréguliers. Parce que si on dit par exemple Patrem omnipotentem factorem celi et terre, on s'aperçoit qu'on fait des rythmes qui sont irréguliers. Et non pas Patrem omnipotentem
facto, lencelli, il y a quelque chose, le rythme est irrégulier dans le texte. Donc si on s'accouple avec le texte, très souvent il y a des rythmes irréguliers. Et le texte de cette mélodie, c'est de casar-me mare, ja ho havia pensat, més discorro ara, terro del cap. Et donc ça crée des rythmes irréguliers. Et c'est ça ce que j'ai employé, donc c'est un rythme irrégulier. Et à nouveau, avec, au point de vue harmonique, l'ambiguïté de l'énharmonie. On ne sait pas très bien si c'est un accord majeur ou mineur parce que ça change. Pouvez-vous, Narcisse Bonnet, dans ce concerto, nous parler du rapport qu'entretiennent l'orchestre et l'instrument soliste? Bon, j'essayais de faire que le soliste soit vraiment un soliste. Donc c'est lui la partie, mais il y a un dialogue et il y a donc et puis il y a aussi il y a les moments où l'orchestre soutient, c'est comme un peuple qui soutient son leader, au moment où le leader dialogue avec le peuple. Donc il y a les deux et il faut garder cette on écrit, il y a quelques petites cadences parce qu'il est nécessaire toujours dans un concerto garder cette tradition de laisser à un moment donné le solo, tout le monde se tait et il y a le soliste qui joue tout seul. Donc il y a quelques cadences, pas beaucoup, parce que je préfère le dialogue que le solo. Vous avez discuté de l'interprétation de cette partition avec Maurice Gendron. Quelle est l'histoire de cette rencontre et quel regard portait-il sur cette œuvre? Eh ben, lui, il avait envie de le jouer, mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Ça a été bien plus tard que ça a été joué à Valence et à Barcelone. Et j'espère qu'il y aura quelqu'un qui voudra le reprendre. C'est une œuvre qui n'a pas eu beaucoup de chance, parce que dès le départ, Castaldo qui devait la jouer, qui était annoncé, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il a eu une crise cardiaque, ça a été resté. Et il y a eu d'autres occasions. Dernièrement, ça aurait dû être joué à Avignon, mais sur proposition du chef d'orchestre à l'époque, Jonathan Schiffman, et puis il est parti, il n'est plus là, donc ce projet est tombé à l'eau l'année dernière. Ce concerto a été remanié plusieurs fois à plusieurs décennies d'intervalle. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons? Oui, les raisons, c'est que c'est surtout pour l'orchestration, parce que je m'avais astreint à une deuxième version avec un orchestre simple, classique, et à la fin, j'y ai ajouté un harpe, donc une question il a fallu remanier un peu les choses. Et puis, à cause des irrégularités et disons, des rubati qu'il y a dans toute cette musique, faisait que l'écriture ne correspondait pas toujours à la réalité. Et alors, j'essayais de noter le plus clairement possible cette petite rubato qui existe dans la musique, de façon à ce que, au moment de l'interprétation, on puisse donner une interprétation qui ne soit pas raide, mais qui cette flexibilité soit écrite de la façon la plus simple possible et plus exacte possible. Ce concerto nécessite un grand orchestre, un gros orchestre? Non, c'est un orchestre, vraiment le cordes normal, pas très nombreuses, parce que autrement le violoncelle s'écrase, et puis c'est tous les vents par deux. On pourrait le comparer avec, par exemple, les concertos de Haydn, par exemple. Pratiquement, oui, c'est les vents par deux cordes de trompette, et je pense qu'il y a trop de trombones aussi, et puis il y a une harpe. Donc c'est
une orchestration vraiment d'un orchestre presque haydnien. Pouvez-vous donner à nos lecteurs quelques indices d'interprétation pour le jour où ils seraient confrontés au problème de jouer cette partition? Oh, je ne sais pas. La première question, c'est qu'il l'aime. J'ai un sens très particulier de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que je ne me sens pas propriétaire de mes œuvres. Je pense qu'à partir du moment où on a mis noir sur blanc une œuvre, elle ne nous appartient plus, elle appartient à ceux qui l'aiment. De la même façon que quand je regarde un paysage, une montagne, un beau tableau, je n'ai pas besoin de passer chez le notaire pour l'acquérir et dire qu'il est à moi. Et à partir du moment où je regarde une belle œuvre ou un beau paysage, il m'appartient. Donc, ma musique appartient à ceux qui l'aiment. Je crois savoir que vous avez connu Pablo Casals. C'est une question je profite de l'occasion pour vous la poser parce que c'est très intéressant pour le milieu du violoncelle. Quelles étaient, selon vous, les qualités primordiales de sa personne ou de son jeu? C'est sa grande personnalité et sa rigueur. Et c'est un personnage qu'il faut voir dans son ensemble comme artiste, comme musicien et comme homme. Et comme homme parmi les hommes et comme, disons, comme patriote. Il ne faut pas oublier le discours qu'il a prononcé devant l'Assemblée de l'ONU, dans laquelle il s'est déclaré catalan. Et donc, catalan dans un pays qui n'existe pas au niveau d'État, mais qui a toutes les qualités pour l'être. Et donc, ça, c'est une des... Et Casals, je l'ai connu, et d'ailleurs, je lui avais fait parvenir à l'époque une partition de mon concerto. Il m'avait répondu une très gentille lettre dans laquelle il s'attardait particulièrement sur le deuxième mouvement qu'il avait aimé particulièrement. Et puis, j'ai eu l'occasion de le voir une fois d'une façon assez extraordinaire, puisque lorsque il a perdu sa précédente femme, c'était donc à Prades, et il a rompu l'exil pour aller l'enterrer près de Barcelone, dans sa maison, et j'ai rencontré à ce moment-là, j'ai passé l'après-midi avec lui, et avec une grande amie qui est une grande chanteuse avec laquelle il avait beaucoup joué à Barcelone, et qui se trouvait à Conchita Badia, qui était la belle-mère de mon frère, et grâce à elle, donc nous avons passé l'après-midi avec Casals lorsqu'il a fait cette visite, disons, clandestine, mais autorisée par le gouvernement de Franco, pour enterrer sa femme. Et à ce moment-là, moi j'étais tout jeune, j'étais président des jeunesses musicales de Barcelone. Je lui ai fait beaucoup insister en lui disant que nous avions besoin de lui dans le pays, parce qu'il maintenait une position très digne de ne pas retourner dans son pays tant qu'il y avait Franco. Et naturellement, il s'est maintenu, je savais que... mais malgré tout, je lui dis que nous avions besoin de lui, et il m'a écouté avec beaucoup d'amabilité. Il n'était pas descendu de la voiture, je crois. À l'occasion de l'enterrement, il est arrivé au cimetière, et si j'ai bien compris, il y avait Oui, là, je ne sais pas, au moment de l'enterrement, non, je ne sais pas, donc je ne peux pas témoigner. J'ai témoigné que j'ai passé l'après-midi avec lui, et je dirais même plus que j'ai passé cet après-midi à planter des clous, parce qu'il y avait plein de tableaux dans sa maison, que la maison était pratiquement vide, avec quelques meubles
qu'on pouvait un peu s'asseoir, parce qu'il avait été réquisitionné. Et donc, il voulait voir quelques tableaux accrochés au mur. Et avec mon frère, nous avons accroché quelques tableaux là-dedans. Et au mesure qu'on le faisait, il nous expliquait qu'est-ce que c'était les personnages, des photos qui étaient là-dedans. Et donc, c'était assez émouvant. Je reviens quelques questions en arrière, mais une question que j'avais sautée parce qu'on avait à moitié répondu, mais il y avait quelque chose d'intéressant dedans. Alors, je reviens sur l'harmonie. Sur le plan harmonique, l'écoute ne semble pas très éloignée du système tonal. On revient à votre concerto. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis de ce problème de l'atonalité qui a été un des grands questionnements majeurs du XXe siècle? Votre position sur toi a-t-elle été influencée par l'enseignement de Nadia Boulanger, qui a été votre professeur et dont vous avez repris à sa demande sa succession au conservatoire, à la direction du conservatoire américain de Fontainebleau? Oui, la question du système tonal. Évidemment, il y a un système tonal, il y a aussi ce qu'on peut appeler le système modal. Il y a beaucoup de façons de pouvoir organiser les sons. Mais cette organisation tout de même répond toujours à la hauteur du son. Il ne faut pas oublier que nous disons la hauteur, ce qui veut dire qu'il y a des sons aigus et qu'il y a des sons graves. Et quand on dit qu'il y a des sons graves, on emploie le même mot que celui de la gravitation, c'est-à-dire la pesanteur. Donc, le système tonal repose sur une certaine organisation qui est donnée par les quintes et qui donne la pesanteur. C'est-à-dire que tout est une affaire de tension et de détente. Alors, cette tension et détente qui est à la base du rythme, qui est à la base de l'univers, parce que elle peut s'exprimer de plusieurs façons. On peut créer des tensions et de détente par des masses sonores, par la hauteur du son, d'une façon, disons, monodique ou polyphonique. La chose importante pour moi, c'est qu'il y ait cette sensation de tension et de détente. Pour moi, c'est la chose. C'est ce que j'appelle le sens tonal. Alors, il peut s'organiser de plusieurs façons, mais il y aura toujours des attractions des sons les uns vers les autres. On avait déjà à moitié répondu à cette question tout au début, c'est pourquoi je l'avais sauté dans l'ordre des questions. Et il y avait en la deuxième partie de la question, je me demandais si cette position a été influencée par Nadia Boulanger, c'est-à-dire est-ce qu'elle-même était proche de la tonalité, c'est-à-dire est-ce que c'est un peu, est-ce qu'elle portait un regard intéressé sur le travail de Schoenberg, des gens qui se sont franchement éloignés de la tonalité, ou est-ce qu'elle-même elle est restée fidèle à ce système, est-ce qu'elle croyait aux recherches de l'école de Vienne C'est-à-dire qu'elle a été un peu, disons, convaincue lorsque Stravinsky s'est lancé aussi dans le système sériel à la fin de sa vie. Et j'ai même une œuvre de Stravinsky, les Trénis, qui sont au moment de l'édition, Stravinsky lui a envoyé l'exemplaire avant d'être édité, et j'ai donc cet exemplaire noté avec toute l'analyse de Nadia Boulanger. Alors, Stravinsky s'était intéressé au système sensoriel, et donc Nadia avait suivi un peu cet intérêt, mais malgré tout, elle croyait fermement aux bases tonales, et je me souviens que quand je suis arrivé chez elle, que j'avais déjà, malgré mon jeune âge, j'avais 16 ans, et j'avais déjà composé pas mal, et à la première vue, il m'a dit c'est pas la peine de faire de l'harmonie, tu as le sens harmonique, et pourtant, à la première leçon, avant de commencer, elle m'a dit j'ai réfléchi, je pense que l'harmonie c'est la base,
Donc je pense que ça serait bien que tu revoies et de refaire, de reprendre l'harmonie dès le début. Il m'a refait tout recommencer et je lui suis très reconnaissant parce que j'ai découvert beaucoup de choses que je n'avais pas compris et qui sont restées et qui m'ont fait un peu ce que je suis. Donc il y a eu une influence, il y a eu c'est-à-dire, il y a, parce que vous avez travaillé longtemps avec Nadia Boulanger. Après, il y a eu la période des études, mais si j'ai bien compris, vous avez ensuite travaillé avec elle pendant une période prolongée. Pratiquement, je dirais pas jusqu'à, presque oui, jusqu'à sa mort. J'ai été en contact avec elle parce que les dernières années de sa vie, je partageais avec elle le séjour qu'elle faisait à Monaco, puisqu'elle n'avait plus la possibilité de lire des partitions. Et moi, je lui lisais les partitions et avec l'aide d'un piano, de mes pieds, de mes mains et de ma langue, de n'importe quoi, j'ai essayé de lui donner une idée des partitions qui se présentaient au concours. Et donc, pendant quelques années, j'étais avec elle pendant pas mal de jours pour lui jouer les œuvres et lui servir des yeux. Et même, peu avant sa mort, elle m'avait demandé de faire une transcription pour l'orgue d'une œuvre de sa sœur Lily, pour les funérailles d'Asunda, qui est une œuvre pour chœur, baryton et orchestre. Et elle voulait faire une transcription pour l'orgue. Elle m'a demandé de le faire, et je suis allé, c'était au mois de mars, au mois de mai, il est mort au mois d'octobre, et donc je lui ai porté la partition que je lui ai jouée, et à un moment donné, elle a eu une vision très claire d'un passage, sans voir la partition, parce qu'elle ne voyait pas, mais elle a eu l'idée qu'on pouvait prendre une note avec un clavier en jouant les autres notes sur le clavier supérieur. Donc elle avait une vision parfaitement bien claire du clavier, de la superposition des claviers et de ce qu'on pouvait jouer pour faire cette transposition qu'elle m'avait demandé de l'œuvre de Lily Boulanger. Donc pratiquement jusqu'à sa mort, j'étais très près d'elle. Croyez-vous enfin, Narcisse Bonnet, en l'avenir de la musique occidentale? Quel conseil donneriez-vous à un jeune compositeur qui débute aujourd'hui? Il faut toujours avoir l'espérance, et donc, même si aujourd'hui on est un peu perdu, parce que après cet égarement autour de tout le système sériel et de toutes ces recherches, il y a aussi une sorte souvent de retour au système tonal, mais qui souvent est mal employé et pas bien compris non plus. Et la chose la plus importante, c'est éduquer l'oreille et savoir exactement ce qu'on entend, écouter. Et c'est la formation de l'oreille et d'arriver à, quand on écoute un son, voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je me souviens que quand j'étais gosse, je me suis surpris un jour en jouant au piano 2 notes consécutives par demi-ton, je m'en souviens bien, c'était un ré dièse et un mi, et c'était à la hauteur de la dernière ligne après de sol, et je me suis aperçu que selon que je jouais plus fort le ré dièse ou le mi, en jouant ensemble, j'entendais des rythmes entre les 2 notes qui pouvaient être des rythmes en triolet, des rythmes en double croche. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'écouter dans laquelle on découvre beaucoup de choses et qui peuvent savoir. Et évidemment, quelquefois, la même chose transposée à une autre octave, elle n'est plus valable parce que c'est un peu comme vous êtes dans une pièce, vous êtes dans un paysage, vous regardez à minuit, et le même paysage se présente d'une façon différente à 6 heures du matin ou à midi. Et pourtant, le paysage est le même. Alors, le passage de la lumière a tout changé.
Donc, dans la musique, il y a tellement d'éléments qui sont en jeu, la hauteur du son, le temps, l'impulsion. Quand on lance un son, la façon dont on le lance, c'est un peu comme si vous jetiez une pierre. Selon la façon dont vous jetez cette pierre, vous allez la lancer à 1 mètre de distance ou à 1 kilomètre. Ça dépendra du poids de cette pierre, ça dépendra de la force du vent. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu lorsque vous émettez un son et qui ce son traverse l'espace pour arriver jusqu'à l'oreille. Et donc il faut observer la trajectoire de cette pierre qui est le son pour voir comment il se comporte selon l'impulsion que vous lui donnez. Et alors naturellement, quand cette pierre rencontre une autre pierre, il va y avoir une déviation, il va y avoir un problème. Et tout ça, ça peut arriver. Donc il faut être à l'écoute, donc à l'observation de tous ces phénomènes et s'en servir. Donc bien écouter. Narcisse Bonnet, merci beaucoup. Merci.